Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de Notre Temps Santé et Bien-être, ce webinaire de printemps. Je suis accompagnée du docteur Flo, qui est notre chroniqueur et qui est médecin généraliste dans le sud-est de la France. Bonjour docteur Flo, Bonjour, merci de m'accueillir encore une fois. ravi de vous avoir parmi nous. Alors, on va un petit peu laisser un peu de temps à nos participants de se connecter en rappelant que l'on peut poser des questions en activant le question-réponse qui est dans la barre de menu en bas ou alors sur le chat. Donc, c'est deux façons de poser des questions. Et je vous présente également, avant de commencer notre webinaire sur l'hypertension, Notre Temps Santé du printemps qui est en kiosque en ce moment, qui parle de douleurs articulaires mais pas que. Vous trouverez aussi des sujets sur la randonnée, sur le vélo, sur les crampes. Et également en kiosque en ce moment, notre hors-série nutrition sur la cuisine des beaux jours. Voilà, un numéro à la fois diététique et gastronomique. Voilà, merci. Alors, je ne sais pas si on a des connexions, voilà, je ne sais pas si vous êtes là, donc je vous salue à nouveau et avec le docteur Flo, on va vous parler aujourd'hui d'hypertension. Alors, on va tout de suite lancer un petit sondage pour savoir si l'hypertension, bah, ça vous connaît. Alors, il va apparaître dans quelques instants. Vous aurez le choix entre plusieurs réponses. Je suis hypertendue. Je ne suis pas hypertendue ou je ne sais pas. Donc, on va vous laisser quelques minutes pour répondre. Et pendant ce temps, docteur Flo, on va peut-être avant de préciser ce qu'est l'hypertension, commencer par expliquer ce qu'est la tension artérielle avec ces deux chiffres Qu'on qu'on nous connaît rabâche, mal finalement, dont qu'on on connaît connaît mal mal. la signification. Et oui, c'est hyper intéressant de commencer comme ça. Et c'est vrai que je m'en rends compte beaucoup en consultation quand les gens viennent me voir en me parlant de leur tension, que parfois, effectivement, c'est pas toujours évident. Donc, on entend parler de deux chiffres. Alors déjà, il faut savoir que la tension artérielle, c'est un... Alors, si on veut être vraiment jusqu'au boutiste d'un point de vue terme, c'est pas une bonne terminologie. Il faudrait parler de pression artérielle, mais bon, c'est vraiment du détail. En gros, la tension artérielle, c'est le reflet de la pression qui règne à l'intérieur des vaisseaux que sont les artères, puisque c'est la tension artérielle. Et pourquoi est-ce qu'il y a deux chiffres? Parce qu'en fait, la pression à l'intérieur de ces vaisseaux, elle a deux extrêmes. Elle n'est jamais constante. Elle est toujours comprise entre les deux chiffres qui sont nos deux chiffres de tension. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette tension, elle est fonction de la contraction du cœur. C'est le cœur qui bat régulièrement et qui, en se contractant, fait augmenter la tension, la pression du coup, à l'intérieur des artères, ce qui permet au sang de progresser et notamment de progresser en remontant, par exemple, pour aller jusqu'au cerveau et en luttant contre la gravité. Donc, ce qui se passe, c'est que au moment où le cœur se contracte et qu'il est complètement contracté, la pression à l'intérieur des vaisseaux, elle est maximale parce que c'est comme une pompe. Donc, une pompe, quand on appuie à fond dedans, ça fait beaucoup de pression. Et au moment où le cœur se relâche et se détend complètement, la pression elle est minimale. Et la différence entre la minimale et la maximale de ces pressions, c'est ce qu'on appelle la tension artérielle. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai une tension, par exemple, de 12,8, en fait, c'est une tension de 120 mm de mercure slash 80 mm de mercure. Ça veut dire que quand mon cœur se contracte à fond, ma tension est à 12, et quand il se relâche à fond, ma tension est à 8. D'accord, donc maintenant qu'on sait ça, on va tout de suite regarder les résultats de votre sondage. Alors, tout le monde a répondu. Ouais, 83% sont hypertendus. d'accord. Il Euh, y a peut-être un biais de sélection. C'est peut-être parce qu'ils sont hyper tendus qu'ils sont venus nous voir aujourd'hui. c'est possible. 11% ne le sont pas et 6% ne le savent pas. Et ce chiffre n'est pas anodin parce qu'on sait aussi que beaucoup de personnes souffrent d'hypertension mais ne le savent pas. Oui. C'est aussi une pathologie qui est mal détectée. Et oui, et pour une raison très simple, c'est que c'est une pathologie qui n'est pas symptomatique. C'est-à-dire que quand on a de la tension, on n'a pas de symptômes en fait. Il faut vraiment que la tension soit très élevée pour qu'on commence à en ressentir des symptômes. Mais si vous êtes à 15 de tension, vous vous en rendez pas compte la plupart du temps. Il n'y a pas des petits signes qui peuvent nous alerter? On peut avoir des signes vraiment dans les tensions extrêmes.
c'est-à-dire dans des tensions qui sont trop élevées, où on commence à avoir mal à la tête qui tourne, des étoiles devant les yeux. Il peut y avoir ce genre de signe-là. Mais il y a toujours une plage de tension où on est dans une tension qui est anormalement haute, mais où on n'a pas de symptômes et où on ne s'en rend pas compte, à moins de se la mesurer ou de se la faire mesurer par un professionnel. Et l'hypotension, il concerne moins de monde? Alors, pas forcément, ça concerne pas moins de monde, mais ça concerne pas les mêmes personnes en règle générale. L'hypotension, bah, c'est l'extrême inverse, hein, c'est la tension qui est trop basse à l'intérieur des vaisseaux et qui, du coup, elle, pour le coup, quand elle est trop basse, elle est symptomatique tout de suite parce qu'en fait, on a tendance à faire des malaises, hein, tout simplement, quand on est en hypotension. Les causes sont pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes maladies, en fait, qui donnent l'hyper et l'hypotension, forcément. Alors peut-être la première question de Françoise, voilà, elle est tout à fait dans la droite ligne de ce qu'on aimerait savoir aujourd'hui. C'est l'hypertension est-elle dangereuse? Alors oui, l'hypertension, elle est dangereuse. Elle est dangereuse à plusieurs niveaux. Elle est dangereuse sur le long terme quand on est en hypertension chronique ou en hypertension régulière. Parce que il faut comprendre que l'hypertension, c'est une pathologie qui touche le système donc cardiovasculaire, c'est-à-dire le cœur et les vaisseaux. Et comme tous les systèmes, en fait, le système cardiovasculaire, on pourrait le résumer facilement presque à de la plomberie en fin de compte, hein. C'est une bête histoire de tuyaux dans lesquels passe du liquide et une pompe qui permettent à ces tuyaux de faire à ce liquide de passer dans ces tuyaux. Quand on a une hypertension artérielle, on a tout le système de la pompe et des tuyaux qui sont un petit peu en sur-régime, en surpression. Et ça peut avoir comme conséquence, elles peuvent être multiples, les conséquences. Ça peut fatiguer la pompe, qui au bout d'un moment peut finir par s'épuiser à force de devoir travailler en pression élevée. Et ça peut fatiguer les vaisseaux qui peuvent à un moment donné se mettre à rompre. Et c'est un des risques, notamment de l'hypertension artérielle, c'est la rupture de vaisseau. Donc, soit ce qu'on appelle un anévrisme, enfin une rupture d'anévrisme, soit ce qu'on appelle une dissection, c'est-à-dire une rupture partielle de l'intérieur du vaisseau où il y a du sang qui va dans le mauvais endroit, soit carrément une rupture complète. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans les AVC hémorragiques où on a le vaisseau qui éclate et un saignement qui se forme. Alors à quel moment est vraiment posée l'hypertension? À quel moment on dit vraiment d'une personne vous souffrez d'hypertension? C'est pas une première mesure. Il faut la Oui, prendre plusieurs fois dans des circonstances différentes. c'est ça. Alors, c'est surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypertension artérielle, c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est la tension de repos. C'est-à-dire que la tension, c'est une variable, même si on appelle ça une constante, c'est bizarre, mais les constantes du corps, elles ne sont jamais constantes en réalité. Elles varient toujours un petit peu dans un intervalle qui doit être acceptable. Et la tension, c'est pareil. Je prends un exemple tout bête. Si je viens de courir un 100 mètres, forcément, ma tension, elle va être élevée. Parce que l'effort physique que m'a demandé de courir ce 100 mètres a fait que mon cœur a dû s'accélérer et faire augmenter ma tension transitoirement. Donc, si je prends ma tension après un 100 mètres, elle va être à 16 ou à 17 facilement, mais ce n'est pas une tension pathologique parce que ce n'est pas une tension de repos. Ce qui nous intéresse de savoir, c'est quelle est la tension au repos. Donc, pour ça, on entend au repos complet, physique, donc c'est-à-dire pas avoir fait d'effort, mais également psychologique. Il ne faut pas avoir eu d'émotions, il ne faut pas avoir eu de stress, il ne faut pas avoir eu de choses qui nous ont inquiétés pendant au moins 30 minutes. Et cette durée de 30 minutes au repos complet physique et psychologique, à ce moment-là, on peut se prendre l'attention, toujours souvent plutôt en position assise ou en position allongée pour éviter de majorer les efforts physiques. Et c'est à ce moment-là que la tension, elle va être fiable. Alors, pour pouvoir être sûr et certain que c'est une bonne tension, ce qu'on a tendance à faire, c'est attendre une demi-heure d'être au repos complet et mesurer 2 ou 3 fois la tension d'affilée. Comme ça, on se fait une moyenne. Et là, on sait qu'on a un chiffre qui est à peu près représentatif. L'effet blouse blanche, vous pouvez nous raconter un petit peu ce que c'est comment elle agit sur notre attention? Et oui, l'effet blouse blanche, c'est ce fameux effet où quand vous êtes en face du médecin, vous avez la tension qui est plus élevée que quand vous êtes chez vous. Et bien, majoritairement, elle est due au stress, en fait, qui est induit par le fait de se mesurer la tension. C'est-à-dire que quand on se mesure la tension, forcément, on se demande si elle est normale ou pas. Donc, on va un peu anticiper et stresser un peu en se disant, mon Dieu, il va me la prendre, elle va être anormale. Si elle est élevée, il va me mettre un médicament, je vais me faire engueuler parce que j'ai mangé trop de sel. Bon, bref, on a toute une anticipation en fait, et ce stress-là peut faire transitoirement un tout petit peu monter la tension. Mais si votre tension elle est à la limite de la normale, avec ce stress, elle peut basculer dans la hausse et on peut croire à tort que vous êtes hypertendu. Alors à quel moment va-t-on être traité pour l'hypertension? Alors, on a des chiffres de référence. L'hypertension artérielle, on l'a définie à partir d'une tension de repos supérieure à 14,8. Donc,
En dessous de 14 pour le chiffre haut et en dessous de 8 pour le chiffre bas, on peut monter jusqu'à 9, mais c'est 14,8 la norme. Là, au-delà de ça, on considère que c'est de l'hypertension artérielle. Après, c'est tout un ensemble de choses qui vont nous permettre de poser le diagnostic et qui vont nous permettre surtout de savoir quel est le contexte de cette hypertension artérielle. Parce qu'il y a plein de causes différentes à l'hypertension et donc il y a autant de traitements possibles que de causes différentes. Mais c'est à partir d'une tension supérieure à 14 qu'on va commencer à s'inquiéter. Et qui va traiter, enfin, qui va donner le traitement? C'est le médecin généraliste, un cardiologue? À quel Oui, spécialiste va-t-on les, s'adresser? Les deux le peuvent. Si vous avez un cardiologue, bien entendu qu'il va prendre en compte votre tension, ça fait partie de l'ensemble des choses qu'il vérifie. Mais c'est aussi quelque chose qui peut se traiter très facilement avec ses médecins généralistes, puisque ça fait partie des pathologies qui sont ultra courantes et donc des pathologies qui sont traitées en pratique courante par les médecins généralistes, effectivement. Ouais. Alors, on va prendre des questions. Il y en a deux qui sont autour de l'alimentation. Alors, Oui, Françoise demande, certains aliments entraînent-ils de l'hypertension? Et Gracia qui demande si quel aliment à privilégier ou à supprimer en cas d'hypertension. le principal aliment qui est responsable de l'hypertension artérielle, c'est un condiment qui est le sel, tout simplement. Parce que, en fait, le sel, par ses ions qui le composent, donc le sodium et le chlore, et c'est notamment les ions sodium, vont avoir un effet de retenir de l'eau. Quand on met du sel quelque part, ça attire l'eau, ça a ce qu'on appelle un pouvoir osmotique. Donc, quand on mange très salé, on va augmenter sa quantité de sel dans le sang. Et si on augmente sa quantité de sel dans le sang, pour diluer ce sel, le sang va retenir de l'eau. Donc, on va augmenter le volume sanguin. Et si on augmente le volume sanguin, mathématiquement, ça va faire augmenter la pression à l'intérieur des vaisseaux. Et donc, ça va faire augmenter la tension artérielle. Donc, vraiment, le sel, c'est un peu l'ennemi numéro un de l'hypertension artérielle. Et c'est le principal aliment sur lequel on va être attentif. Et donc, forcément, par dérivé, bah, tous les aliments qui sont riches en sel, j'entends notamment le fromage, la charcuterie, certains fruits de mer. Voilà, c'est à décliner à l'infini. Il faut savoir que euh, les besoins physiologiques en sel pour un organisme adulte normal sont environ de un petit peu moins de 1 gramme par jour. Et en moyenne, dans notre société, on en consomme en moyenne 15 grammes par jour et par personne. Donc, on est vraiment très, 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 très élevé sur la quantité de sel parce qu'en fait, il y a du sel partout. C'est compliqué de ne pas manger de sel hein, de nos jours. Un gramme, c'est quoi? C'est une pincée à peu près? Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Les petits sachets, ils font 5 grammes. Les petits sachets qu'on sert à l'hôpital, par exemple, la référence. Le médecin qui a la référence du petit sachet de l'hôpital. Les petits sachets de restauration collective, c'est des sachets de 5 grammes. Et normalement, c'est un cinquième, quoi. D'accord, ouais. Donc là, on dépasse déjà les apports Oui, recommandés journaliers. oui, oui. Non, mais la première tranche de fromage, vous êtes déjà au-dessus. Hein, donc, on sait qu'on a une alimentation qui est trop riche en sel. Mais voilà, c'est une piste d'amélioration, en tout cas. Et les autres, les aliments, donc après, à part le sel à supprimer, il y en a d'autres, charcuterie, vous avez dit, Oui, mais en fait, fromage aussi, enfin pas forcément à supprimer, mais en tout cas à prendre en compte à prendre en compte. dans un Mais régime général. c'est ça, c'est principalement les aliments qui sont riches en sel naturellement, parce que c'est vraiment principalement le sel qui va être responsable de la problématique de l'hypertension. Donc c'est pour ça que le fromage revient, la charcuterie revient, parce que c'est à cause de sa teneur en sel. Et y a-t-il des aliments à privilégier? C'était la question de Gracia. Pour l'hypertension artérielle, alors il faut, de toute façon, c'est toujours bon pour. Alors, le fait de privilégier certains types d'aliments, ça va s'entrer dans un cadre un petit peu plus large de ce qu'on appelle le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que l'hypertension artérielle en soi ne serait pas une maladie, parce que comme je vous l'ai dit au début, elle ne donne pas de symptômes particuliers et elle pourrait ne pas être dangereuse en soi-même si elle n'avait pas cet impact qu'elle a sur le cœur et sur les vaisseaux. En fait, on dit que l'hypertension artérielle, c'est plutôt un facteur de risque et donc un facteur de risque de faire une maladie cardiaque ou cardiovasculaire. Et c'est en ça que l'alimentation qu'on va privilégier, c'est l'alimentation qui est protectrice pour le cœur et les vaisseaux, parce qu'elle va nous permettre euh, d'améliorer l'hypertension artérielle, ou en tout cas, si elle n'améliore pas l'hypertension artérielle, de contrecarrer les effets négatifs de l'hypertension artérielle. Et c'est souvent le régime méditerranéen qui est le plus souvent plébiscité, le régime à base avec pauvre en graisses polyinsaturées, riche en poissons, en huile d'olive, tous ces bons acides gras, riches en oméga 3, oméga 6. Voilà, c'est ce type de régime-là qu'il faut. Il faut éviter effectivement les régimes qui sont trop riches, trop caloriques, trop riches en graisses, etc.
Mais c'est plus sur le côté, en fait, l'objectif de tout ça, c'est d'améliorer la santé cardiaque et cardiovasculaire, et donc ça va dans le même sens. Alors, il y a Anne qui pose une question bon, qui est personnelle, mais peut-être ça peut être intéressant d'avoir une réponse. J'ai 69 ans et mon médecin ne souhaite pas que ma tension artérielle soit supérieure à 13. Trop de prudence. En fait, la tension, elle peut varier selon les facteurs de risque de chacun d'entre nous. Selon la personne, effectivement, alors je ne peux pas parler sur le cas particulier de cette personne parce qu'effectivement, je ne peux pas faire de consultation personnalisée, mais ça peut arriver effectivement qu'on soit amené à adapter un objectif tensionnel à la personne qu'on a en face de nous parce que les chiffres qu'on donne, c'est toujours des chiffres de moyenne en population générale. Mais bon, il est évident que pour une personne X lambda de 25 ans et pour une personne X lambda d'un sexe opposé ou d'un genre opposé qui a pas le même âge, etc., l'objectif pourrait avoir envie d'être différent. Il y a une chose avec du coup la prise d'âge, avec la maturité qui intervient avec la tension artérielle. C'est un phénomène physiologique naturel de vieillissement des vaisseaux. En fait, les vaisseaux, pour assumer la tension et la pression que le cœur impulse quand il se contracte, comme on a parlé tout à l'heure, il y a un mécanisme d'élasticité à l'intérieur de la paroi même des artères qui permet à l'artère de se dilater quand le cœur se contracte fort. Et en se dilatant, elle fait un petit peu baisser la tension à l'intérieur du vaisseau. Ça permet d'éviter que la tension monte trop fort. Et ça, c'est grâce aux tissus élastiques qui sont à l'intérieur des artères. Et quand on prend de l'âge, à partir notamment de la ménopause chez la femme et à partir de 55 ans chez l'homme, cette élasticité des vaisseaux artériels, elle a tendance à naturellement diminuer. Les vaisseaux sont un peu plus rigides. Et comme les vaisseaux sont un peu plus rigides, quand le cœur se contracte de la même manière, il a tendance à augmenter plus fortement la tension. Et c'est pour ça aussi qu'on a tendance à faire de l'hypertension artérielle en prenant de l'âge. Et c'est là aussi où on va être un petit peu plus embêtant avec une personne un petit peu plus âgée. Là où chez une personne plus jeune, un 14 ou un 15 de tension, on sait que le cœur et les vaisseaux vont être capables de le supporter parce que ils sont encore, il n'y a pas encore le phénomène de vieillissement qui s'est mis en place. À partir d'un certain âge, on peut être amené à être un peu plus exigeant sur l'objectif. Idem pour l'hypotension. Est-ce Alors, que oui, pour l'hypotension, c'est pas les mêmes mécanismes. Donc, j'ai envie de dire la rigidité des vaisseaux quand on est hypotendu de nature, ça a plutôt tendance à nous arranger parce que ça fait remonter la tension qui de base était trop faible. Il peut y avoir plein de causes à l'hypotension et en fait, tout va dépendre de la cause que l'on a. Alors, quand on est en dénutri ou quand on est déshydraté ou quand on manque de sel, justement, ben, la tension peut chuter. Après, il y a certaines pathologies qui peuvent impulser le fonctionnement cardiaque, des insuffisances cardiaques et ce genre de choses-là qui peuvent nous faire baisser la tension. Donc là, c'est vraiment, on est sur des traitements spécifiques de cette cause-là. Et puis après, il y a des gens qui, naturellement, ont une tension basse, qui ont toujours eu une tension basse, et ça leur pose pas de problème, tant qu'ils fonctionnent correctement comme ça. Et il y a surtout, donc la principale cause d'hypotension, souvent que l'on retrouve en consultation, c'est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique, c'est-à-dire c'est une hypotension qui se manifeste quand on se relève brutalement. Parce que, en fait, il faut comprendre que quand on se relève, la tête se met. Si par exemple je suis assis ou allongé, je vais avoir le cœur au même niveau d'altitude que ma tête, ou pas loin de ma tête en termes d'altitude. Et donc l'effort que doit fournir le cœur pour que le sang aille jusque dans ma tête, irriguer mon cerveau, il n'est pas très important parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de lutte à faire contre la gravité. Quand je me relève brutalement, la pression de l'environnement chute au niveau de ma tête et l'effort que doit fournir mon cœur pour faire monter le sang jusqu'en haut, il va devenir brutalement beaucoup plus important. Et parfois, chez certaines personnes, le cœur est fatigué et n'arrive pas à fournir cet effort. Et donc, on a une tension artérielle qui va chuter quand on se relève. Et donc, ça s'appelle une hypotension orthostatique. Et ça, il y a pas mal de gens qui peuvent expérimenter ce truc-là. C'est cette sensation qu'on a tous un peu connue quand on se lève trop vite et qu'on a la tête qui tourne. Et qu'on se dit, oups, je me suis levé trop vite, ça tourne. En fait, ce mécanisme-là, c'est que la tension a chuté dans la tête, le cœur transitoirement a eu besoin de beaucoup se contracter pour compenser. Et donc, comme il a manqué un petit peu de sang à l'intérieur du cerveau parce qu'il n'y avait pas assez de pression, et ben, du coup, j'ai le cerveau, j'ai la tête un peu qui tourne. Quand juste ça tourne un peu puis ça s'arrête tout seul, ce n'est absolument pas pathologique, c'est normal et ça arrive à tout le monde. Mais chez certaines personnes qui ont de l'hypotension orthostatique, quand elles se lèvent, ben, elles peuvent faire carrément une syncope et complètement s'évanouir et retomber en chutant lourdement. c'est parce que c'est ce qu'on appelle le malaise vagal ou pas du tout?
Alors, c'est pas un malaise vagal parce que le malaise vagal, c'est quand le nerf vague en fait est activé et envoie des décharges qui nous font faire un malaise. Là, c'est vraiment un malaise hypotenseur ou c'est une hypotension en fait, une chute de tension. Et c'est dans ces conditions-là où on conseille aux gens de s'allonger sur le dos et de lever les jambes en l'air pour faire rétablir la tension artérielle. D'accord. C'est les mêmes manifestations, mais c'est pas la même cause effectivement que le malaise vagal. Alors, on va reprendre quelques questions. Il y en a trois nouvelles qui viennent d'arriver. Oui. Une, j'imagine que c'est sur le sel. C'est Françoise. Si je limite à 1 gramme par jour, je peux éviter puis-je éviter un traitement C'est trop, avec une c'est trop. TA? Ouais. Ouais. Pardon, finissez, pardon. Non, non, mais avec une tension artérielle à 16,5, Ouais. c'est limite à cause de stress, en mangeant beaucoup car hyperactive. Ouais, c'est trop difficile de répondre à la question et pour les raisons qui sont posées même dans la question, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs raisons qui s'entrechoquent. Il peut y avoir une raison d'hyperalimentation salée, il peut y avoir du stress qui fait majorer la tension, il peut y avoir l'âge qui fait majorer la tension, il peut y avoir plein de choses. Alors, ce qui est sûr, c'est que en limitant la quantité de sel, on limite l'impact que le sel peut avoir sur sa tension. Donc, c'est toujours bénéfique. De là à dire que ça suffit dans toutes les situations pour empêcher un traitement, ça serait peut-être un peu dur de dire ça. Il faudrait vraiment voir au cas par cas. Mais de toute façon, c'est toujours une bonne idée parce qu'on sait que ça risque de majorer. Donc, à plus forte raison, si on se sait hypertendu, limiter les apports en sel, c'est toujours une bonne idée. Alors, Pascal nous dit, qu'en est-il du poids? Comment il agit sur l'hypertension? Le poids, il va Est-ce agir qu'on sur peut- l'hypertension par rapport au cœur. C'est-à-dire que quand on a un organisme qui est plus lourd, qui est plus massif, ça va demander beaucoup plus d'efforts au cœur de faire circuler le sang dans la totalité de l'organisme parce qu'il va y avoir plus de contraintes du fait du poids. Et donc le cœur va être obligé d'augmenter un petit peu la pression avec laquelle il va envoyer le sang dans les vaisseaux pour que le sang circule bien correctement de partout. Forcément, si on doit faire, je vais prendre un exemple vraiment extrême qui correspond à personne, mais si j'ai une personne qui pèse 50 kilos et qui doit faire, on va dire, 100 mètres en 5 minutes, il va forcément utiliser moins de ressources et brûler moins de calories qu'une personne de 100 kilos qui doit faire les mêmes 100 mètres en les mêmes 5 minutes. Et c'est logique, parce que quand on doit déplacer dans n'importe quelle situation que ce soit une masse qui est plus lourde, ça nécessite plus d'efforts et donc plus de force à la fois musculaire. Et donc pour avoir plus de force musculaire, il faut une meilleure circulation. Et donc pour que la circulation se fasse mieux, il faut que le cœur batte plus fort, plus vite, avec une tension plus élevée. Donc c'est une réalité presque physique, mais physique au sens physico-chimique du terme, quoi. C'est de la physique de base. Alors, une question plus générale, Dan, c'est pourquoi la tension artérielle est parfois plus élevée le matin après une nuit de repos et plus faible le soir après l'activité de la journée? Eh ben, c'est une très bonne question. Et ben, parce que toutes les nuits sont pas de tout repos. Et il se passe plein de choses pendant qu'on dort. Et même quand on dort très bien, la tension artérielle, elle fait yo-yo toute la nuit. Et notamment, il y a un truc qu'on expérimente tous qui sont les rêves et les cauchemars, qui peuvent tout à fait nous faire avoir des bonds de tension à tout moment. Parce que tout simplement, quand on fait un rêve intense, même si c'est un rêve agréable, on peut avoir la tension qui monte à cause de ce rêve. Quand on fait un cauchemar désagréable, ça peut nous faire monter la tension. Il peut y avoir ce genre de choses-là. Après, il existe des pathologies spécifiques du sommeil. On en a déjà parlé au cours de nos webinaires, et notamment une pathologie particulière qui est l'apnée du sommeil. Et une des caractéristiques de l'apnée du sommeil, c'est d'augmenter la tension artérielle. Donc, ça va faire des profils de personnes qui vont avoir la tension plus élevée la nuit quand ils dorment que la journée à cause de ces apnées. Donc, ça peut être un exemple donné. Il y a d'autres exemples de pathologies qui peuvent survenir, notamment la nuit, et qui peuvent faire que, en fait, la tension augmente. Et après, pour la fin de la journée, parfois, l'organisme est vidé quand on a eu une bonne journée, on est épuisé, on est fatigué. Et ça, on l'a tous expérimenté. Parfois, quand on est fatigué, la tension chute parce que tout l'organisme se relâche. Et donc, ça peut arriver effectivement qu'on ait la tension plus basse le soir que le matin. Mais c'est pas une problématique en soi à partir du moment où ça reste dans des variables qui sont acceptables pour nous-mêmes. Tant qu'on reste dans les normes, entre guillemets, c'est pas grave d'avoir une tension plus élevée à un moment donné de la journée, puis qui redescend à un autre moment. Et est-ce qu'il y a une part d'hérédité dans l'hypertension? Oui, et oui. Il y a toujours une cause génétique dans ces pathologies. Ça fait partie des pathologies qui sont dites plurifactorielles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes qui peuvent être à l'origine de ça.
Et l'hérédité en fait partie, notamment avec ce mécanisme de vieillissement de vaisseau dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut être plus ou moins rapide et plus ou moins accéléré chez les personnes selon le patrimoine génétique. Et puis plus spécifiquement, il existe des maladies qui s'appellent une maladie particulière qui s'appelle l'hypertension essentielle familiale. L'hypertension essentielle familiale, c'est des familles de personnes qui génétiquement ont un système de pression artérielle qui est trop élevé par rapport à la norme. Et c'est des gens qui sont sous traitement contre l'hypertension dès le plus jeune âge, dès la fin de l'adolescence. Parfois, on a besoin de leur donner des médicaments contre la tension parce que naturellement, leur tension est trop élevée. C'est fréquent dans la population? C'est pas très fréquent, mais c'est toujours marquant quand on est touché ou quand on a quelqu'un qui est touché parce que c'est pas habituel d'avoir des. On s'imagine souvent que l'hypertension artérielle c'est une pathologie plutôt de personnes un peu plus âgées et bah, c'est pas obligatoirement le cas et c'est sûr que quand ça nous touche plus jeune, bah, forcément c'est particulier quoi. Mais après on s'habitue. Alors, quand un de vos patients est hypertendu, commencez par lui demander de faire attention à ce qu'il mange, de diminuer le sel, Oui, et ensuite oui. Le, à le bouger, premier faire de traitement. l'exercice. Oui, le premier traitement de l'hypertension, c'est toujours ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire mettre en place des règles donc d'hygiène et de diététique qui vont permettre de lutter contre l'hypertension artérielle. On a parlé d'alimentation tout à l'heure, donc ça c'est la première des étapes effectivement, limiter l'alimentation qui favorise l'hypertension artérielle. Et la deuxième étape, vous en avez parlé, c'est l'activité physique. Il ne faut pas oublier que le cœur c'est un muscle. Donc ce muscle, au plus on va l'entraîner, au plus il va être fort et efficace. Et on l'a vu tout à l'heure, la tension, elle monte quand le cœur il se fatigue ou quand il n'est pas suffisamment fort ou suffisamment efficace. Donc si je pratique une activité physique modérée, régulière et adaptée, je vais avoir un cœur qui va se renforcer. Et quand mon cœur se renforce, ça veut dire qu'il va être capable de propulser le sang bien dans tous les vaisseaux sanguins sans avoir besoin d'augmenter trop sa pression. C'est comme ça que l'activité physique est bénéfique pour le cœur. Ça lui permet d'être efficace en n'ayant pas besoin d'augmenter la pression. Et donc, comme il n'augmente pas la pression, il se fatigue moins, il est plus efficace et en plus, il se fatigue moins. C'est un cercle vertueux pour le cœur. Et en plus de ça, il fatigue moins les vaisseaux puisqu'il y a moins de pression à l'intérieur des vaisseaux. Et ça, c'est toujours la base, c'est le premier des traitements. C'est une activité physique modérée, régulière et répétée. Pour revenir à la question tout à l'heure sur l'hypertension familiale, Catherine demande comment on le détecte chez l'enfant, l'hypertension. En prenant l'attention, tout bêtement. D'accord. Et est-ce que c'est un geste assez courant chez le pédiatre ou chez le médecin de prendre attention à un enfant? Chez le médecin généraliste, chez l'adulte, assez courant et d'ailleurs très souvent demandé par les patients. Moi, j'ai beaucoup de patients qui s'étonnent quand je leur prends pas l'attention artérielle parce que je la prends pas à toutes les consultations. Et souvent, j'ai la question de docteur, vous m'avez pas pris l'attention. Donc ça, c'est assez acté dans les mœurs, je pense. On va chez le médecin pour se faire contrôler l'attention. Chez les enfants, ça l'est un peu moins. Alors après, tout dépend. C'est vrai que dans tous les bilans chez le pédiatre, vous n'avez pas systématiquement une prise de tension parce que c'est quand même beaucoup plus rare les problématiques de tension chez les enfants. On s'attend moins à les trouver. Mais par contre, ça peut arriver qu'on les prenne, notamment au décours des épisodes aigus. Quand les enfants font des malaises, quand les enfants sont malades, etc., on arrive à prendre la tension assez facilement pour dépister. Et puis, dans certaines pathologies, quand on cherche quelque chose, parce que souvent chez les enfants, on se rend compte qu'il y a un problème avant de savoir quel est le problème. On a l'avantage des enfants, c'est que c'est des petits êtres qui grandissent et qui grossissent naturellement. Et en fait, quand il y a une pathologie chez un enfant, quelle que soit la pathologie, il va y avoir un impact sur sa prise de poids et sur sa prise de taille. Et donc, c'est souvent comme ça qu'on détecte les anomalies. On surveille les courbes. C'est pour ça que les enfants, on les mesure, on les pèse tout le temps. On surveille les courbes et si les courbes sont bonnes, on sait qu'il n'y a pas de problématique et donc on ne va pas être forcément obligatoirement obligé de s'attarder à prendre l'attention. Mais ça pourrait tout à fait être un geste courant. Il n'y a pas de problématique avec ça particulière. Il faut juste avoir du matériel adapté. On parlait de traitement aussi. Quel traitement prescrivez-vous à un hypertendu? On parle souvent des statines. Est-ce que c'est une prescription qui est courante? Alors, les statines, c'est pas un traitement pour l'hypertension artérielle. C'est un traitement pour l'hypercholestérolémie. On n'est pas sur le bon webinaire avec les statines. Mais par contre, il y a pléthore de traitements pour l'hypertension artérielle. Un facteur de risque. J'allais redire une pathologie parce qu'avant, c'était considéré comme une pathologie et ça pourrait presque l'être. C'est une pathologie ou un facteur de risque qui est quand même très, très connu, l'hypertension artérielle.
Et on sait que c'est très rentable de la traiter parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment responsable de beaucoup de dégâts et notamment de dégâts mortels. On meurt souvent à cause de l'hypertension artérielle. Donc, on a fait beaucoup de recherches et beaucoup d'études depuis des années là-dessus, et les études et la recherche continuent à avancer là-dessus. Et donc, il y a beaucoup de molécules qui existent pour faire baisser la tension des personnes qui en ont trop, parce qu'on sait que c'est rentable et que ça marche. Et que quand on leur fait baisser la tension, on évite beaucoup d'accidents cardiaques, beaucoup d'accidents vasculaires, on évite beaucoup de complications et beaucoup de décès. Donc, il y a effectivement beaucoup de traitements. Et du coup, c'est charge ensuite à votre médecin de trouver le traitement qui est le plus adapté à votre situation particulière. Parce qu'il y a plein de molécules différentes, il y a plein de familles différentes, et chaque famille a des modes d'action différents. Il y a des médicaments qui vont vous faire pipi, ça s'appelle les diurétiques. C'est le principe de ce que je vous disais tout à l'heure. Quand il y a trop de tension monte, en faisant faire pipi, on fait évacuer de l'eau, donc la tension baisse. Il y a des antihypertenseurs qui ont une action dite centrale. Ils vont agir sur les cellules dans le cerveau, dans le système nerveux, qui régulent la tension. Voilà, il y a tout un ensemble de mécanismes de l'hypertension qui peuvent être contrecarrés par des médicaments. Et après, à votre médecin de trouver celui qui vous correspond. Est-ce qu'on met du temps avant de la stabiliser, cette tension? On doit ajuster finement pendant plusieurs semaines le traitement ou pas du tout? Ça peut parfois être long parce qu'effectivement, ça peut être complexe. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. On a toujours tendance à vouloir privilégier les facteurs naturels de rétablissement de la tension, mais parfois on n'y arrive pas. Et donc, trouver le bon traitement, voilà, il faut bien connaître le patient et c'est pas toujours le cas. Et même quand on connaît bien son patient, même quand on se connaît bien soi-même, savoir quelle est vraiment la bonne molécule et le bon dosage qui va intervenir au bon moment, c'est pas toujours évident. Donc, ça peut prendre parfois du temps, mais il faut s'accrocher parce que c'est important. Et puis, des fois, on commence avec les antihypertenseurs de première intention et puis dès le premier coup, on arrive à stabiliser la tension, ce qui est très bien. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que on a toujours besoin de la surveiller étroitement dans les premiers temps de la mise en place d'un traitement pour savoir si le traitement est bien, s'il faut l'adapter, s'il faut l'augmenter, le changer, etc. Donc, en général, on a tendance à beaucoup plus contrôler les personnes qui sont détectées comme étant hypertendues. Alors, on va reprendre des petites questions qui sont arrivées. Michel demande, peut-on avoir un cœur qui bat lentement et avoir de l'hypertension? C'est possible, oui, c'est possible parce qu'il n'y a pas que le fonctionnement cardiaque qui est responsable de l'hypertension. On a parlé notamment des vaisseaux qui se rigidifient un petit peu. Après, c'est sûr que en règle générale, hors pathologie, les cœurs qui battent lentement sont plutôt des cœurs qui sont des cœurs plutôt entraînés sportifs et sont plutôt efficaces. C'est pour ça qu'ils battent plus lentement parce qu'en fait, ils ont moins besoin de se contracter pour fournir l'effort nécessaire pour faire circuler le sang. Et donc, en règle générale, un cœur lent, c'est plutôt un cœur qui va fonctionner à basse pression. Mais après, il peut y avoir des exceptions, bien entendu, pathologiques, parce qu'il y a des cœurs qui se ralentissent pour des raisons pathologiques. Et donc là, c'est plus dans le même situation. Et après, même si on a eu un cœur lent toute sa vie, ça ne nous dispense pas, ça ne nous expose pas à ne pas faire d'hypertension artérielle un jour. Donc, il faut quand même être attentif et quand même se mesurer la tension. Alors, question de Michel. Est-ce que pratiquer la cohérence cardiaque peut faire baisser la tension? Alors, oui, la cohérence cardiaque va pouvoir faire baisser la tension sur le moment où on la pratique et sur un petit temps aussi après derrière. Parce que ça va agir sur un des mécanismes de l'hypertension artérielle qui va être tous les mécanismes de stress, tous les mécanismes de toutes ces choses-là. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la tension, elle doit être évaluée et mesurée au repos complet physique et psychologique. Donc, si je suis dans un état d'agitation, de stress, d'inquiétude particulière, je vais avoir une tension qui peut monter. Et dans ces situations-là, pratiquer de la cohérence cardiaque, ça va pouvoir faire baisser mon niveau de stress et ça va pouvoir faire baisser ma tension artérielle. Ça va être rentable sur le moment parce que ça va éviter qu'elle monte trop fort. Et si on répète cette activité, cet exercice-là, ça pourra être rentable au long terme parce que ça va apprendre et m'entraîner, à apprendre mon cœur et m'entraîner moi-même à faire redescendre un petit peu ma pression cardiaque. Et c'est toujours bénéfique. Question de Catherine. À partir de 70 ans, faut-il faire un bilan chez un cardiologue? Alors, est-ce qu'il y a un âge minimal, toutes causes confondues, pour faire un bilan chez un cardio? C'est une très bonne question.
Il y a beaucoup d'évaluations au cas par cas. Moi, j'ai tendance à proposer à mes patients des bilans chez le cardiologue, même avant cet âge-là. Mais tout dépend. Tout dépend de la situation. Si j'ai un homme ou une femme qui a 52 ans et qui me dit, ça fait 10 ans que je fais pas de sport et là j'ai envie de me remettre et de courir une course à pied dans 3 mois, je vais lui dire stop, 52 ans, on va aller faire un bilan cardiaque d'abord parce que la situation l'impose. Après, si j'ai une personne qui a 65 ou 66 ans, qui est sportif aguerri, qui marche beaucoup, qui a pas de problème de poids, qui est en pleine forme et quand je prends l'attention, elle va bien, je vais pas forcément être tenté de dire bon, allez obligatoirement faire un bilan cardiaque, c'est vraiment indispensable. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, faire un bilan cardiaque à partir d'un certain âge, ne serait-ce que d'en faire un pour savoir comment notre cœur fonctionne et s'il n'y a pas de problématique et s'il n'y a pas de suivi à prévoir, c'est toujours une bonne idée. Pascal, alors là, sa question est est précise. Je suis Oui. traitée depuis une quinzaine d'années pour hypertension. Actuellement, elle n'est plus bien contrôlée. Je suis en hyperthyroïdie importante. Celle-ci peut être la cause de ce dérèglement. C'est une très bonne question et merci d'avoir amené le sujet de la thyroïde parce qu'on n'en avait pas parlé jusque-là. Mais oui, la thyroïde est une des hormones qui fait partie des hormones du corps humain qui peuvent impacter directement la tension artérielle. Et c'est très très juste de dire que quand on est en hyperthyroïdie, donc quand la thyroïde envoie trop d'hormones dans l'organisme, une des conséquences de cette hyperthyroïdie, c'est une augmentation de la tension artérielle. Et de la même manière que en hypothyroïdie, quand la thyroïde n'envoie pas suffisamment d'hormones dans le corps, on peut avoir une tension artérielle qui diminue. Donc c'est une très bonne remarque. Et d'ailleurs, l'évaluation de la thyroïde fait partie des bilans que l'on fait quand on recherche les causes d'une hypertension artérielle. Parce que, bien entendu, ça paraît logique de se dire que si on a une hypertension à cause de notre thyroïde, bah, c'est pas logique de traiter la tension ou de traiter le cœur. Il vaut mieux traiter la thyroïde et comme ça, on traitera l'hypertension par ricochet. D'autres exemples de ce type où on va pouvoir voir que l'hypertension est la cause d'une autre pathologie, une Là, conséquence on a plutôt. Ouais, ouais, oui, oui, il y a certaines pathologies endocriniennes. Alors là, on est dans des choses un petit peu plus rares, mais je pense notamment à une pathologie qui s'appelle le phéochromocytome. Voilà, vous serez content d'avoir entendu ce mot ce soir. Je vous en voudrais pas si vous n'avez pas envie de le retenir. Globalement, le phéochromocytome, c'est une tumeur des glandes surrénales. Et les glandes surrénales, c'est notamment les glandes qui fabriquent la testostérone. Et cette testostérone, quand elle est augmentée, elle peut faire augmenter aussi l'hypertension artérielle. Les pathologies je vous ai dit la testostérone, c'est l'adrénaline que je voulais dire, pardon. Excusez-moi, c'est la fin de la journée. Bref, donc voilà, toutes ces pathologies endocriniennes où il y a des excès d'adrénaline, mais aussi les excès de testostérone peuvent aussi être en cause. Ça peut donner de l'hypertension artérielle. On a parlé de l'apnée du sommeil tout à l'heure, brièvement. L'apnée du sommeil, c'est une pathologie qui peut donner de l'hypertension artérielle également. Et après, il y a d'autres pathologies, c'est les pathologies rénales, parce qu'il y a un système de régulation de la tension au niveau du rein, et il y a certaines maladies rénales qui vont impacter ce système de régulation de la tension et qui vont faire qu'il va y avoir une augmentation de la tension quand il y a des pathologies rénales. On enchaîne avec la question de Michel. Un Oui. souffle au cœur peut-il être dû à une tension élevée? Alors, un souffle au cœur, en règle générale, c'est plutôt une pathologie de valve cardiaque. Le souffle au cœur, c'est quand le flux de sang qui normalement est censé être laminaire, c'est-à-dire qui s'écoule de manière normale comme une rivière qui coule sans accroc, donc laminaire, va devenir à un moment donné turbulent, c'est-à-dire qu'il va y avoir des petits tourbillons de sang qui vont se former, un peu comme si cette rivière, il y a un caillou qui se plonge au milieu, en arrière du caillou, on voit qu'il y a un petit tourbillon et le reste de la rivière, il continue à couler de manière fluide. Ça, c'est la différence entre laminaire et turbulent. Un souffle, on l'entend quand le flux devient turbulent. C'est pas tellement fréquemment l'hypertension artérielle qui rend les flux turbulents, c'est plus les obstacles sur le passage, comme on l'a vu avec l'image de la rivière et du caillou. Donc ça va plus être quand la valve cardiaque, elle va être incontinente ou elle va être serrée ou refermée ou trop ouverte, que le sang va pouvoir faire des remous. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce qui est vrai, par contre, c'est que en hypertension artérielle, on va plus facilement l'entendre le souffle, parce que comme le flux va être plus rapide, forcément, on va l'entendre mieux. Pour revenir à l'apnée, je vous prends la question de Françoise. Une fois que Oui. l'apnée du sommeil est traitée, quelle incidence va avoir sur la HTA?
Est-ce que sur la tension artérielle, Attention. est-ce qu'elle va rapidement baisser? Est-ce qu'on va Oui, s'en rendre compte? oui, immédiatement. En fait, l'hypertension artérielle, l'apnée du sommeil cause de l'hypertension artérielle. Ça, c'est une réalité parce que quand on fait des apnées la nuit, on s'arrête de respirer et pour se remettre à respirer, le cerveau va envoyer des signaux chimiques hormonaux et va envoyer de l'adrénaline, donc la fameuse dont on parlait tout à l'heure, et cette adrénaline, elle va faire augmenter la tension. Donc, c'est une réalité. Quand on fait de l'apnée, la tension va monter transitoirement à cause de cette décharge d'adrénaline. Au plus on fait d'apnée dans la nuit, au plus la tension va monter. Donc, ça veut dire que si j'ai une hypertension artérielle et que je fais beaucoup d'apnée, on peut parier bien fortement que en réduisant les apnées, on va réduire l'impact des apnées sur la tension, et donc on va mathématiquement, logiquement la faire baisser. Après, tout dépend de à quel niveau notre apnée impacte notre tension. Si c'est une apnée qui est plutôt légère à modérée, une apnée peu sévère, par exemple, on fait que 14 ou que 15 apnées par heure, ça, on est dans l'apnée légère. À ce moment-là, c'est tout à fait possible que cette apnée n'ait pas un impact majeur sur l'hypertension artérielle et que si on la traite, on va finalement pas tant que ça améliorer la tension. Mais bien entendu qu'une apnée qui est responsable de tension, à partir du moment où vous traitez votre apnée, vous avez votre tension qui est améliorée. On a parlé tout à l'heure d'exercices physiques. Euh, Lesquels recommanderiez-vous? Alors, Pour quelqu'un qui est l'exercice physique, sédentaire, par exemple, qui est resté ouais, longtemps sédentaire. tout à fait. Pour tout le monde, c'est plutôt les exercices de fond qui vont être efficaces pour la tension artérielle. Parce que c'est les exercices qui vont faire travailler, c'est ce qu'on appelle le cardio, hein. On parle d'exercices de cardio. Donc, les sportifs, ils vont vous dire, je fais mon cardio. Ça va être la marche, ça va être la course à pied, ça va être le vélo, ça va être tous les exercices d'endurance. Pourquoi? Parce que forcément, si déjà de base je suis hyper tendu, aller faire un exercice physique qui est violent, ben, ça va imposer une charge violente à mon cœur qui a déjà du mal. Donc, c'est pas forcément une très bonne idée de base. Par contre, aller faire un exercice physique qui est lent, continu et dans une zone dans laquelle mon cœur est en confort, il va travailler de manière confortable et il va travailler de manière moins délétère. Alors après, l'exercice physique, c'est comme l'exercice intellectuel. Au plus on est en confort, au moins on progresse. Il faut forcément se mettre un petit peu en difficulté à quelques moments pour pouvoir avoir une certaine marge de progression. Mais il faut bien doser cet effort-là quand on a cet objectif d'améliorer son cœur, parce qu'effectivement, un exercice trop violent peut devenir dangereux au bout d'un moment. Généralement, ce qu'on conseille, c'est de faire plutôt des exercices réguliers, fréquents et réguliers. Ça va être plus rentable de faire 3 fois 30 minutes d'activité physique douce dans la semaine que de faire une fois 1 heure et demie. Ça va toujours être plus bénéfique au cœur de faire 3 fois 30 minutes plutôt que de faire une fois 1 heure et demie. Alors, on va prendre la question d'Adélaïde. Je suis une personne très anxieuse et facilement angoissée. Et c'est à cause de ça que ma tension est assez élevée malgré le traitement. C'est une possibilité. Je ne peux pas garantir parce que je ne connais pas suffisamment Adélaïde pour lui répondre personnellement. Il faudrait qu'elle en parle à son médecin. Mais oui, c'est une possibilité. Le stress est bien entendu une cause d'hypertension artérielle. Moi, j'ai des expériences assez rigolotes. C'est pas rigolo, mais j'en parle et du coup, ça m'y fait penser. De personnes chez qui j'ai arrêté les traitements antihypertenseurs à partir du moment où ils ont pris leur retraite. Ils étaient en fait un peu trop stressés dans leur travail à la fin de leur carrière et ils avaient beaucoup de médicaments pour la tension parce qu'on s'en sortait pas. Et du jour au lendemain de la retraite, à chaque fois que je faisais mes mesures, les tensions étaient redevenues normales. Donc du coup, à un moment donné, j'ai un monsieur en tête en particulier, je lui ai dit, écoutez, on va faire un truc, on va essayer d'arrêter votre traitement et on va voir ce qui se passe. Et effectivement, j'ai arrêté le traitement et en fait, la tension n'est jamais remontée, mais tout simplement parce qu'il était soumis à énormément de stress quotidien dans son travail et qu'il pensait à son travail jour et nuit, était stressé tout le temps. Et à partir du moment où il a pris sa retraite, il a pu lâcher complètement et en fait, plus besoin de médicaments pour la tension. Tout à l'heure, on parlait de cohérence cardiaque. La méditation aussi, ça peut être une façon de faire Oui, baisser sa tension parce qu'on retrouve du calme, moins de stress. tout à fait. La méditation, la sophrologie, très bonne méthode aussi pour faire ça. L'hypnose, très bonne méthode également pour faire ça. Toutes ces méthodes naturelles qui permettent d'accéder effectivement à une relaxation mentale, elles vont forcément être suivies d'une relaxation physique. Le corps et l'esprit sont liés, donc c'est bénéfique. Alors, une nouvelle question. J'ai fait un bilan cardiaque suite à une HTA et on m'a diagnostiqué une bronchopathie sévère. D'accord?
qu'est-ce que c'est et comment prévenir, agir et agir. Je vais volontairement pas répondre à cette question. Et j'espère que l'auditeur va m'en excuser, mais parce que c'est une question trop spécifique qui nécessite effectivement une évaluation personnalisée par son médecin traitant. Et c'est vraiment pas à nous et pas à moi, malheureusement, je m'en excuse Et d'expliquer la pathologie. c'est quoi cette pathologie? La bronchopathie, c'est une pathologie qui va toucher au niveau des bronches, mais comme je vous dis, il va falloir, parce qu'en fait, il y a un lien très étroit entre le cœur et les poumons et les bronches. Mhm. Et donc forcément, il peut y avoir un impact de l'un sur l'autre. Mais voilà, c'est très Ouais. spécifique. Là, la question est très Mhm. spécifique pour que je puisse y répondre. Mhm. Bon, mais en tout cas, on sait maintenant il peut y avoir un lien entre l'hypertension, les bronches. Il faut On- savoir on- que le cœur est un organe qui fonctionne très étroitement avec deux autres organes qui sont les poumons et les reins. Et c'est logique dans la physiologie du corps humain parce que le cœur, son rôle, c'est de distribuer le sang pour qu'il y ait de l'oxygène partout. Le poumon, c'est l'organe à l'intérieur duquel l'oxygène s'échange avec le CO2 dans le sang. Donc forcément, il y a un lien entre les deux. Quand le poumon a un problème, ça finit par impacter le cœur. Et quand le cœur a un problème, ça finit par impacter le poumon. Et de la même manière avec le rein, c'est l'organe qui va filtrer le sang. Et donc forcément, quand le cœur a un problème, ben, ça va retentir sur le rein parce que ils agissent étroitement. Et inversement, quand le rein va avoir un problème, on en a parlé tout à l'heure, ça peut agir sur le cœur. Donc il peut y avoir souvent des pathologies associées quand on a une cardiopathie avec des pathologies pulmonaires ou bronchiques et avec des pathologies rénales. Alors, juste pour conclure avec Adélaïde, parce que sa question est intéressante pour tout le monde. On Oui. parlait de stress. Euh, donc, dans ce cas, ne serait-ce pas plus approprié de prendre un anxiolytique plutôt qu'un hypertenseur? Un antihypertenseur, c'est une très Ouais. très bonne réflexion, c'est une très bonne question et c'est effectivement une bonne idée. Moi, je me pose souvent ce genre de questions en consultation parce que là, on est sur la question de savoir est-ce qu'on veut traiter la conséquence ou est-ce qu'on veut traiter la cause, tout simplement. Et elle a tout à fait raison de le soulever. Si je suis absolument sûr que mon stress est la cause de mon hypertension artérielle, la problématique n'est pas l'hypertension artérielle. La problématique, c'est le stress. Alors, avec l'hypertension artérielle, je vais avoir un risque cardiaque. Donc, si je traite mon hypertension artérielle avec un traitement pour la tension, je vais protéger mon cœur, mais je vais absolument pas régler mon problème qui est un problème de stress. Alors Donc, que si je traite mon stress, peut-être que je n'aurai pas besoin de traiter ma tension puisqu'elle va se régulariser d'elle-même. ça, c'est vraiment à voir avec son médecin généraliste qui nous connaît bien, qui va pouvoir trouver le meilleur traitement, la meilleure Oui, réponse à votre hypertension. Oui, parce que c'est très dur, même quand on vous connaît bien et même quand on Mm, se connaît bien, c'est très dur mm, d'être sûr et certain à 100% qu'il n'y a que le stress qui est responsable de votre hypertension. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, l'hypertension, c'est une pathologie plurifactorielle. C'est-à-dire mm. que le stress va rentrer en compte, mais il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte. La meilleure stratégie, c'est souvent de jouer sur tous les tableaux, de faire attention au sel, de faire du sport, de faire attention à son stress. Et c'est en jouant sur tous les tableaux qu'on a la plus grande chance d'être efficace. Et donc, ça en revient au premier traitement dont on a parlé tout à l'heure, qui sont les mesures hygiéno-diététiques. Donc, c'est Mm. pour ça que c'est le premier traitement pour l'hypertension artérielle. Et l'avantage, c'est que ça ne nécessite pas de prendre de médicaments et c'est un traitement gratuit qu'on peut mettre en place soi-même tout seul. Et ces mesures-là, avant qu'elles fassent effet, est-ce que c'est long? Co- Généralement, non, quand ce sont les problèmes d'hygiène de vie qui sont directement responsables de l'hypertension. C'est-à-dire que si je suis hypertendu parce que je suis en surpoids ou en obésité, que je mange trop de sel et que je fais pas de sport, ben, bien entendu, au fur et à mesure que je vais améliorer mon poids, remettre de l'activité physique et améliorer ma diététique, je vais parallèlement, en même temps, améliorer mon hypertension artérielle. Donc, vous voyez le temps qu'il vous faut, par exemple, pour perdre des kilos que vous avez en trop ou pour vous remettre en activité physique et vous sentir bien dans votre corps, ben, c'est ce temps-là qu'il va falloir pour que votre tension s'améliore. Alors oui, parfois ça peut paraître long et ça peut être frustrant parce qu'on peut faire des efforts euh, à un moment donné sur une période courte, faire beaucoup d'efforts qui ne sont pas forcément très rentables. Mais encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est plus intéressant pour le cœur et pour la tension de faire des efforts, même moindres, mais répétés et continus. En réalité, ces règles-là, elles devraient s'appliquer tout le temps. Donc si on se met à vraiment transformer sa façon d'être et son hygiène de vie, on la transforme de manière pérenne et rapidement finalement. Si on parle de quelques mois dans une vie, c'est pas énorme pour améliorer sa tension. mm. Une autre question, une fois un traitement prescrit, est-ce à Oui, vie
où on peut espérer l'arrêter un jour. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des cas où on pouvait espérer l'arrêter. Oui, c'est vrai que c'est pas la norme. Et c'est vrai que souvent, on est réticent à arrêter les traitements pour la tension. Parce que, et tous les hypertendus qui ont des traitements le savent, quand vous allez voir votre médecin traitant ou votre cardiologue, si votre tension est bonne, le médecin est content et le cardiologue est content. Et donc, quand vous avez des traitements et que votre tension est bonne, on peut être tenté de se dire, ben, la tension est bonne grâce au traitement, donc surtout n'arrêtons pas le traitement. Et c'est vrai que ça, c'est un effet qui fait que très souvent, on a le sentiment qu'on est bloqué à vie avec ces médicaments pour la tension. Dans beaucoup de situations, malheureusement, c'est le cas et on ne peut pas y faire autrement. Quand il y a les problématiques, par exemple, de vaisseaux qui sont trop rigides à cause de l'âge, ben, on n'y peut rien. Les vaisseaux, ils seront toujours trop rigides et ils le seront de plus en plus. Donc, ben, si c'est ça qui est responsable de votre tension, malheureusement, la meilleure stratégie est effectivement de garder des médicaments pour la tension à vie. Après, on a évoqué ensemble aussi des causes qui pouvaient être réversibles. Par exemple, l'apnée du sommeil. Eh ben, typiquement, je suis hypertendu, je fais de l'apnée, mais je ne le sais pas. Je prends des médicaments pour l'hypertension et un jour, il se trouve que je me rends compte que je me fais un diagnostic et que je me rends compte que je fais de l'apnée. Si je traite mon apnée, il est possible que j'arrête mon médicament pour la tension parce que j'ai traité ma cause et que j'ai plus besoin de mon médicament. Pareil avec le poids ou avec l'alimentation trop salée, je mange trop de sel, eh ben, je prends des médicaments pour contrecarrer ça. Mais si un jour j'arrête de manger du sel, peut-être que je peux arrêter mes médicaments. Alors, on va peut-être, bon, le webinaire est bientôt terminé. On va vous proposer deux tests, deux sondages. Voilà, je vais vous laisser un petit peu de temps pour y répondre. Peut-être prendre une dernière question. Non, on a très peu parlé des traitements de l'hypotension, mais ça concerne peut-être moins de gens. Oui, Euh, oui. Alors on peut en parler rapidement parce qu'il y en a un peu moins également. Alors il y a certains médicaments qui peuvent être prescrits notamment pour l'hypotension orthostatique et souvent le principal et meilleur traitement qui est proposé, c'est les bas de contention. C'est une chose simple et bête qui fait que quand on met des bas de contention, on améliore le retour de sang depuis ses jambes. Et d'améliorer le retour de sang depuis ses jambes, ça renvoie du sang vers le haut du corps. Et renvoyer du sang vers le haut du corps, ça fait augmenter la tension. Donc c'est souvent un traitement qui est favorisé. Et après, pour le coup, ça peut arriver que chez certaines personnes qui ont la tension naturellement basse et qui font des malaises, on leur préconise de rajouter un petit peu de sel à eux dans leur alimentation. Mais la vie est vraiment pas juste. alors, dans les sondages que vous voyez sur votre écran, on vous a demandé quel thème pourrait vous intéresser pour les prochains webinaires. Donc, on a proposé les douleurs d'arthrose, la santé mentale autour de la dépression et le cholestérol. Voilà. Donc, on va voir lesquels seront plébiscités. Et puis, Dr Flo, sur une des trois thématiques, sera peut-être la prochaine, notre prochain Avec, webinaire. Voilà. avec grand plaisir. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions euh, pour, euh, pour aujourd'hui. Je vous rappelle le numéro, je vous remontre le numéro de notre temps santé et bien-être qui est en kiosque en ce moment. C'est sur les douleurs articulaires et chroniques et un numéro spécial diététique des beaux jours et nutrition qui est aussi en kiosque en ce moment. Docteur Flo, merci encore pour toutes ces réponses à nos questions. Ben, merci à vous. Je vois que 100% des gens qui ont répondu ont trouvé que le webinaire était intéressant, donc ça me touche, ça me fait plaisir. Voilà. Merci à vous et merci de l'accueil à On chaque va fois, vous c'est toujours répondre sympa. là-dessus. Voilà, très bien. Bon, bah écoutez, on se revoit au mois de juin, peut-être pour parler d'arthrose, qui a l'air d'être la thématique qui arrive en tête de notre petit sondage. Voilà, merci à tous, bonne soirée, au Merci. revoir, Docteur Flo, Au revoir, bonne soirée. à bientôt.